Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est Jérémy Mercier. Je suis ravi de vous recevoir pour cette 35e émission Science en Conscience qui sera donc diffusée sur mes réseaux ainsi que sur ceux de Réinfo Covid. Et donc cette 35e émission Science en Conscience va avoir pour sujet Antoine Béchamp, une approche globale du vivant. Vous allez voir, ça va déménager et ce sera avec Brigitte Faux, mon invitée. Je vous retrouve juste après le générique. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis très content de vous recevoir pour cette émission. Donc, je vais accueillir tout de suite Brigitte Faux. Salut Brigitte. Salut Jérémy, bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup Brigitte d'avoir répondu à mon invitation pour faire cette synthèse des travaux d'Antoine Béchamp. Tu es une passionnée et tu as fait un travail remarquable sur le sujet. Donc Antoine Béchamp, on va réintroduire qui est ce scientifique du 19e siècle. J'avais été cet été faire un petit tour au cimetière du Montparnasse pour voir sa tombe et j'avais fait une petite vidéo à ce sujet. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires si vous n'avez pas déjà vu ça. J'avais fait un article sur le sujet qui explique même comment trouver la tombe d'Antoine Béchamp qui se trouve donc au cimetière du Montparnasse à 1,5 km à vol d'oiseau en gros de l'Institut Pasteur, où en grande pompe a été enterré Pasteur, qui a même sa chapelle et tout. et donc, c'est assez amusant de voir que finalement, la tombe du grand biologiste Antoine Béchamp a été plutôt pas trop entretenue là, depuis à peu près combien de temps? Il est mort en 1908, il me semble, donc 115 ans, disons. Et donc, aujourd'hui, on va remettre un peu à l'honneur les travaux d'Antoine Béchamp et Brigitte Faux a fait un gros travail sur le sujet. Donc, merci beaucoup à toi. Qu'est-ce qui t'a amené à Béchamp? Comment tu es arrivé à ce travail-là? Comment t'intéresser à Béchamp? La notion de terrain. La notion de terrain auquel je me suis vraiment intéressée à partir du moment où j'ai arrêté de travailler et je me suis intéressée à la santé. Et donc, voilà, la notion de terrain. Et surtout, c'est le professeur André Fougerousse, lorsqu'il a fait des lettres ouvertes en 2017, il disait qu'il fallait faire refaire les travaux d'Antoine Béchamp et de Jules Tissot par des universitaires indépendants. Et je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Donc, j'ai immédiatement acheté le livre. Le livre d'Antoine Béchamp, qui fait plus de 1000 pages. Donc, était comme ça. Non, moi, je ne l'ai pas là sous la main. Et donc, je me suis plongée dedans. Je me suis plongée dedans et ça a été tellement une découverte bouleversante que j'en ai fait un condensé. Sous forme d'extrait, comme ce condensé va servir pour la suite pour ceux qui seront intéressés. Il est téléchargeable sur mon site. Voilà. Je vais mettre le lien dans les commentaires, du coup, vers ton site internet avec le condensé qu'on peut télécharger, parce qu'en plus de ça, tu l'as fait non seulement en français, mais également en anglais. Hein, donc, que ce sont des extraits, mais on a à tout moment accès aux pages du livre de la Bibliothèque nationale pour aller plus loin dans le sujet. Et le livre s'appelle Les Microzymas et il est sorti en 1883. 1883. Exactement. Voilà. Ok, très bien. Bon, merci. Du coup, je te propose de commencer ta présentation. Je pense que tu as la main sur la diapositive. Confirme-moi que c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon, parfait. Tout à fait. Okay. Alors, bien, déjà, je voudrais vous dire que cette présentation va être très, très dense. Parce qu'on présente une théorie, et une théorie, c'est une succession de faits constatés, de faits scientifiques. Et donc, il va falloir aborder chacun de ces faits. Et il va vous falloir un peu de patience afin de bien sentir les choses. Et c'est probablement sur la fin que vous comprendrez la cohérence et le lien qui mène à cette théorie. Je vais vous montrer, dans un premier temps, faire un lien
avec les technologies modernes pour vous faire comprendre à quel point le vivant est essentiel et que c'est quelque chose avec les nouvelles technologies, au lieu d'utiliser en permanence la microscopie électronique qui représente, qui nous montre, qui nous permet d'observer des choses qui sont mortes, figées par la fixation. Tu peux lancer, Jérémy, la vidéo sur la préadiposité. Ça marche là? Voilà, okay, voilà, c'est parfait. Alors, imaginez un petit peu ce que vous voyez là, c'est une cellule. C'est une cellule préadipocyte, donc une cellule graisseuse. Vous avez au milieu le noyau avec l'ADN. Et ce que vous avez autour, c'est ce qu'on appelle le réseau mitochondrial. Ce qui se passe, c'est que les scientifiques actuellement travaillent sur les réactions chimiques. Ils ont fait un travail fabuleux. Ils ont analysé le métabolisme. Ils connaissent toutes les réactions chimiques qui se produisent dans l'organisme, mais ils ont perdu cette notion du vivant à l'intérieur et sans doute qu'ils ignorent ce vivant à l'intérieur. Pour un scientifique, ce qu'il voit là, il voit une succession de réactions chimiques. Il ne voit pas la vie dans la cellule. Ce que je vais vous exposer aujourd'hui, ce soir, c'est la vie à l'intérieur des organismes vivants. Et des cellules en particulier. Hein. Okay. Et des cellules en particulier. Hop, voilà. Ok, donc c'est parti pour cette présentation. Antoine Béchamp, une vision globale du vivant. Alors, n'oublions pas que c'est les travaux d'Antoine Béchamp que je vous présente, hein, de manière tout à fait pragmatique. Hein. Donc, je voulais vous présenter cette cellule vivante pour bien que vous compreniez que ce vivant, nous, il est bien présent et Antoine Béchamp l'avait découvert. Voilà. La découverte des microzymas, c'est la clé de cette théorie globale du vivant d'Antoine Béchamp. Et ça a été le point de départ de 30 années de recherche qui aboutissent à une vision globale du vivant qui est très très différente de celle qu'on connaît et qui englobe vraiment toutes les matières vivantes. Parce que ces petits microzymas, qui sont donc des petits organismes, des nano-organismes, ce sont des organismes vivants. Ce sont des petits ferments, mais je les appelle des ferments de vie, qui sont à la base de toute matière vivante, de tout organisme vivant. À tel point que sans ces microzymas, il n'y aurait pas de matière vivante. C'est un élément indispensable. C'est un élément sans lequel aucune matière ne peut être vivante. Donc, comprendre le vivant dans sa globalité, dans toute sa cohérence, je vais vous présenter dans un premier temps la théorie d'Antoine Béchamp. Donc, tous ces aspects, les uns après les autres, qui, reliés les uns aux autres, vont mener à cette fabuleuse théorie qu'il a découverte. Et derrière, nous ferons le lien avec la science contemporaine parce que petit à petit, les scientifiques redécouvrent les microzymas, mais sans le savoir, puisqu'ils ne connaissent pas les microzymas, ils ne connaissent pas les travaux d'Antoine Béchamp. Et ils utilisent des termes différents. On va voir quels sont les termes utilisés actuellement qui pourraient correspondre à ce que Béchamp appelait les microzymas, hein, en fin de présentation. Voilà. Et puis, surtout, cette présentation pourrait être très utile justement aux scientifiques et leur fera gagner du temps. Parce que Antoine Béchamp a fait le lien entre tous ces éléments qui sont découverts un peu de tous les côtés par tous les chercheurs et dont on ne fait pas le lien entre tous ces éléments qui sont découverts. Alors, on va commencer par l'étude de l'interversion du sucre. Alors, ça paraît d'un seul coup surprenant de parler d'interversion du sucre. On est plongé directement dans la chimie.
Mais c'est l'étude par laquelle Antoine Béchamp a découvert les microzymas. D'accord. Juste pour préciser les choses, je pense que d'un point de vue en langage moderne, on dirait plutôt inversion du sucre. Voilà. Il explique que l'intervention du sucre à froid est remplacée par progressivement deux glucoses de pouvoir rotatoire opposés. Donc, en fait, la question que se posait Antoine Béchamp, c'est, il se disait, lui, il sait qu'il n'y a pas de transformation chimique sans cause provocatrice. Il se posait toujours des questions, il allait toujours au bout du questionnement. Et donc, il ne comprenait pas pourquoi, à froid, on avait cette interversion. Donc, il a cherché à savoir quelle est la cause de cette interversion à froid. Donc, il faut savoir que le sucre est pur au moment de cette expérience. Et donc, il ne trouve aucune matière albuminoïde, comme il dit, aucune protéine. Et quand cette intervention a lieu, il découvre qu'il y a des protéines dans ce mélange. Et il s'aperçoit qu'en réalité, il y a des moisissures. Et cette intervention n'a lieu que lorsqu'il y a des moisissures ou lorsqu'il y a, quand il n'y a pas de moisissure, une poussière très fine qu'il a trouvée, qu'il a analysée. Et il s'est rendu compte que cette petite poussière contenait des matières albuminoïdes et qu'elle était capable, elle aussi, d'intervertir le sucre. Voilà. Et c'est sa première découverte. Il les a appelés des petits corps. C'est sa première découverte des microzymas. Donc en 1854. Exactement, 1854. Et donc, il est allé plus loin dans son analyse. Il s'est dit, qu'est-ce qui produit exactement cette intervention? Il a trouvé une substance soluble qui était produite par les moisissures ou par les petits corps. Et cette substance soluble, elle s'est trouvée être active, capable, seule, isolée, de faire cette intervention du sucre. Et en fait, il découvrait les enzymes. Alors, il n'est pas le premier à avoir découvert les enzymes. Il y avait en 1833 un chercheur qui avait découvert la diastase. Voilà. Mais par la suite, Antoine Béchamp a découvert que les ferments produisaient de manière systématique des enzymes qu'il appelait zymases. Voilà. Donc, n'oublions pas qu'on s'intéresse à nos petits corps, qui sont les microzymas. Il s'est rendu compte que c'était les microzymas, les petits corps qui étaient à l'origine des moisissures. Et que ces petits corps étaient déposés par l'air ambiant. Voilà, ce sont ces petits corps qu'il a appelés plus tard microzymas. Voilà. Et comme ces petits corps, ces petits organismes vivants sont en réalité des ferments. Et l'interversion du sucre est la première étape de la fermentation alcoolique. Donc, on va parler de fermentation. Alors, ça peut paraître archaïque de parler de fermentation, de parler de ferment, mais ça ne l'est pas du tout. Et vous allez voir que ça va nous permettre d'avoir au contraire une approche globale, un recul sur tout un tas de réactions chimiques, sachant que finalement, notre métabolisme et toutes les réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur des organismes vivants sont des fermentations, en fait. Et donc, nécessitent un ferment. Et les moisissures et les petits corps sont des ferments. Donc, ils sont capables de réaliser des transformations chimiques profondes, comme dans la fermentation alcoolique, de transformer le sucre en divers produits, dont l'alcool. Donc, zyme signifie ferment. Alors bon, on va dire en grec, c'est plus précisément, c'est levain, mais le sens de zyme, c'est la signification dans microzyma ou même dans enzyme ou dans zymase, c'est cette notion de ferment qui intervient. Et Antoine Béchamp donc, avait une théorie de la fermentation qui est très complète en soi, qui pour lui se produit en deux phases. Dans un premier temps, le ferment produit donc cette substance active
qui va adapter le milieu qui l'environne. Là, là, ça va être le sucre, par exemple, dans le cadre de la fermentation alcoolique, de manière à le rendre assimilable. Et dans un deuxième temps, le ferment va se nourrir de ce sucre, il va l'assimiler, le digérer et le désassimiler, autrement dit éliminer. Et l'alcool et les autres produits de la fermentation sont en fait des déchets de cet acte physiologique de nutrition. Voilà, donc vous y repenserez en buvant votre petit verre de vin. Voilà. Voilà. Et donc, Antoine Béchamp a distingué le ferment soluble, celui qu'il était capable d'isoler justement du fait de sa solubilité, l'azymase, du ferment insoluble qu'il a produit, qui lui est un petit organisme vivant, organisé et vivant. Donc, c'est les moisissures, les microzymas, la levure, mais on verra que tous les micro-organismes sont des ferments. La notion d'organisation est quelque chose d'important. Il n'y a pas d'exception, tout ce qui vit est organisé, et tout ce qui est organisé est insoluble. Donc, en fait, c'est le fait de cette insolubilité qui lui a permis de distinguer le ferment soluble, l'azymase, du ferment vivant, organisé. Alors, il y a un point important, je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Les choses iront plus vite par la suite. L'azymase ne peut produire la fermentation sans la présence du ferment organisé et vivant. C'est un point extrêmement important. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que si on prend le sucre pur avec de l'eau pure et l'azymase, on peut attendre longtemps, on aura l'interversion du sucre, mais jamais on aura d'alcool. Mmh. Et ça, je le précise, c'est quelque chose à soulever. Il se trouve que les enzymologistes connaissent plutôt Edouard Buchner. Ils ne doivent pas connaître Antoine Béchamp, c'est quelqu'un dont on ne parle pas. Absolument. Et donc, Edouard Buchner, lui, a eu un prix Nobel en 1907. Et savez-vous pourquoi? Pour avoir réussi une fermentation alcoolique avec seulement l'enzyme. Donc, ça rend perplexe, dans la mesure où quand Antoine Béchamp affirme quelque chose, c'est quelque chose qu'il a longuement expérimenté. Et en creusant les travaux d'Edouard Buchner, on se rend compte que pour réaliser cette fermentation alcoolique par l'azymase, dit-il, il a fallu qu'il ajoute une roche sédimentaire. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que lorsqu'il n'avait que l'azymase, il n'arrivait pas à produire la fermentation alcoolique sans le ferment. Et quand il met la roche sédimentaire, il obtient la fermentation alcoolique. Donc ce n'est pas l'azymase qui est responsable de la fermentation, mais la roche sédimentaire. Et vous allez comprendre au fur et à mesure des explications que je vais vous donner que la roche sédimentaire contient des microzymas, donc des petits ferments capables d'effectuer la fermentation alcoolique. Et encore une fois, tout acte de fermentation, toute transformation chimique profonde ne peut être réalisée que par un petit organisme vivant. À quoi ressemblent les microzymas? Donc, pour les voir, il suffit, je cite, alors, il les a retrouvés partout, Antoine Béchamp. Donc, par exemple, un fragment d'organe, un embryon d'amande, un parenchyme de feuilles, un peu de foie, de pancréas, de thymus ou de rein, un peu de jaune d'œuf. Avec un scalpel, vous raclez légèrement le fragment dans un peu d'eau sur le porte-objet du microscope, etc., etc. Et vous observez et vous trouvez des petites sphères, de très petites sphères
Il dit semblable à celle qu'il avait déjà découvert dans les poussières de l'air et dans la craie. Il est allé par étapes. Et on découvre, si on grossit l'observation, on découvre un centre brillant et une enveloppe. En réalité, on peut aussi découvrir un contour sombre avec un centre brillant et une enveloppe. Ça dépend comment la granulation est positionnée par rapport au focus. Mais il y a toujours quelque chose, on distingue toujours une enveloppe, un contraste, une enveloppe avec un centre foncé, tout ce que j'ai pu observer. Est-ce que tu peux lancer la vidéo de cellules souches? J'ai essayé de trouver avec ces fabuleuses technologies qu'on a désormais, j'ai essayé de trouver une vidéo qui permettait de montrer ces granulations et j'ai trouvé une fameuse vidéo dans une cellule souche. Alors, donc ouais. Donc voilà. Donc tu montres le noyau, donc avec l'ADN, le partie centrale. Voilà, le noyau avec l'ADN. Toutes les fibres qu'on voit autour, c'est des fibres de stress. C'est la cellule souche qui est agressée sans doute, l'échantillon qui est agressé par l'observation. Il y a des petits points brillants. Ça, ce sont des granulations. Par contre, on a des granulations légèrement plus grosses avec un centre foncé. Et observez un peu la vie. Elle se développe, elle se déplace comme des barbapapas. On est à l'intérieur d'une cellule souche. Donc, vous voyez d'autres granulations brillantes, des granulations avec un centre foncé. Ouais, ça ressemble vraiment à des microzymas. Je parle bien de ce que j'entoure là avec mon curseur. Hein. Ça, voilà. Ouais. Ça, on les distingue bien. Ça, hein. voilà. Ouais. Voilà. Et surtout, donc ça, ce serait des microzymas. Donc. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a, encore une fois, on constate la vie dans les cellules. C'est-à-dire qu'avec ces nouvelles technologies qui sont très, très récentes, on va être obligé de s'intéresser à la vie à l'intérieur de nos organismes, plus que jamais. Et y compris là, donc ce que tu es en train de dire, c'est que dans les cellules, il y a des micro-organismes vivants, des toutes petites choses, donc vraiment beaucoup plus petites que les cellules, et qu'on voit ici, et donc que Antoine Béchamp appelait les microzymas. Exactement. Voilà. Et comme dit Antoine Béchamp, précise bien, toutes les granulations moléculaires ne sont pas des microzymas, mais tous les microzymas sont des granulations moléculaires. Voilà. Et juste pour redire, là, tu montrais en bas de l'image, ça c'est 10 microns. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'un microzyma, en gros, c'est 1 micron. Exactement. C'est ça, hein. Voilà. Il y en a des plus petits, des inférieurs à un demi-micron et sans doute plus petits. Oui, ce que je vous ai dit, oui, ce qui est important, c'est que ces granulations sont considérées par les scientifiques comme des granulations amorphes. C'est-à-dire qu'elles pourraient être présentes dans des réactions chimiques, dans des réactions, dans des expériences, sans qu'on leur accorde le moindre rôle. Or, il est probable que justement, quand on a compris que c'était les micro-organismes qui effectuaient les fermentations, donc les réactions chimiques profondes, il est probable que c'est sans doute eux qui ont le plus grand rôle dans les réactions chimiques de nos organismes. Donc, Antoine Béchamp a consacré près de 30 ans aux microzymas. Donc, il les a observés partout. Il les a retrouvés dans l'air, les sols, les calcaires, les végétaux, les animaux, l'homme. Voilà, il les a extraits, il a trouvé la technique pour les extraire, les observer en direct, parce qu'à cette époque-là aussi, on figeait les échantillons pour les observer. Il disait qu'on observait la mort, que c'était bien dommage, qu'il fallait observer le vivant. Et il avait des moyens pour l'époque vraiment excellents et sans doute précurseurs. Donc, il avait un microscope qui pouvait augmenter jusqu'à 700 et il augmentait encore l'observation grâce à une cellule à immersion.
Voilà, c'était un excellent chimiste, donc il les a systématiquement, il les a observés, analysés. Il a vérifié leur fonction de ferment, leur capacité à se multiplier. Il a constaté des écarts dans leur fonction chimique de fermentation en fonction du centre vital d'origine. Quand j'entends centre vital, je parle du foie, du pancréas, des glandes salivaires. Chaque fois qu'il les prélevait, il faisait des analyses et on constatait des différences. Ceux du foie ne réagissent pas comme ceux du pancréas. Ils sont propres au centre vital d'origine. Il a constaté des écarts dans leur capacité à produire des bactéries. Là, j'introduis encore un nouveau phénomène. On a vu tout à l'heure que ces petits ferments, ces petits corps qu'il avait découverts dans l'interversion du sucre, étaient capables de produire des moisissures. Eh bien, ils sont capables de produire des bactéries, parce que tout est une question de milieu. Donc, il a constaté que ces microzymas qu'il extrayait de différents centres vitaux ne produisaient pas tous de la même manière des bactéries. Si vous prenez par exemple un jaune d'œuf, le vitellus, vous aurez du mal à produire des bactéries. C'est peut-être celui qui va être très intéressant, le jaune d'œuf, ça va être très très intéressant pour observer les microzymas parce qu'ils sont très très nombreux dans le jaune d'œuf. Mais par contre, ils ont une très faible capacité à se transformer, quasiment pas en bactéries. Alors que ceux du foie, à l'inverse, vont produire des bactéries très très facilement. Donc là, ce que tu introduis comme concept, c'est quand même assez révolutionnaire, j'ai envie de dire. Ah, complètement. Là, complètement. C'est-à-dire que il y a des petits fragments nanoscopiques, je sais pas comment dire, de vie qui s'assemblent pour créer ensuite un être unicellulaire comme une bactérie. Exactement. Exactement. Et tout ça en fonction du milieu. Et on verra bien plus tout à l'heure. Et donc, il a constaté également des différences en fonction de l'âge, depuis l'embryon jusqu'à l'adulte. Et je précise que oui, toutes les expériences ont été faites par précaution à l'abri des germes de l'air, en utilisant toujours les mêmes proportions, les mêmes conditions. Et il dit, il faut le citer de temps en temps, après avoir constaté leur présence dans mes solutions de sucre de canne dès avant 1857, j'ai mis 7 ans à me convaincre de leur existence indépendante, de leur fonction et de leur nature organisée. Je les ai ensuite découverts dans l'air, où personne ne les avait cherchés. Pourtant, on les connaissait, on les décrivait même sous le nom de granulation moléculaire, de matière amorphe, mais on les considérait comme sans importance et sans signification dans l'ordre de l'organisation et des fonctions dans l'organisme. Ils n'étaient rien, et j'ose vous assurer qu'ils sont le tout de l'organisation. La notion d'organisation, c'est quelque chose qu'on n'a pas présent à l'esprit. On s'appelle organisme vivant. Son organisation, c'est quand des espaces sont séparés. Des espaces vont séparer des milieux différents. Si on mélange des milieux, on va perdre cette notion d'organisation. Et un organisme vivant est organisé. À partir du moment où l'organisation est perdue, l'organisme meurt. La mort, c'est une fin d'organisation quelque part, ou une désorganisation. Une désorganisation en tout cas, oui, ça c'est sûr. Ouais. La composition des microzymas, pour vous dire à quel point il a vraiment analysé en détail. Bon, il faut savoir qu'ils satisfont par leur composition à toutes les conditions de la vie. Ils contiennent dans les conditions physiologiques de l'eau à 80%. Ils contiennent carbone, hydrogène, oxygène, azote, minéraux.
pour vous dire, carbone, hydrogène, c'est les lipides, carbone, hydrogène, oxygène, c'est les glucides, carbone, hydrogène, oxygène, azote, ce sont les protéines, les acides nucléiques. Quoique, on ne connaissait pas les acides nucléiques à l'époque de Béchamp. Ah bon? Okay. Non, c'est beaucoup plus tard, les gènes, quand les gènes ont été découverts. Donc, les minéraux. Donc, il les a analysés, on le voit, il a comparé leur composition à celle de la levure de bière. Donc, on voit qu'il a analysé les microzymas du pancréas, du foie, du jaune d'œuf. On retrouve des similitudes. Il est remonté dans l'ovule. Il a essayé de voir la formation de l'œuf dans l'ovaire de la poule. Voilà. Donc, ouais, c'est intéressant en soi. Et puis, ce qui est intéressant de voir, par exemple, pour les amandes douces, on trouve effectivement beaucoup de minéraux dans les microzymas des amandes douces. Les bactéries du pancréas, élevées dans la gélatine, ça suppose qu'il a extrait les microzymas du pancréas et les a fait évoluer en bactéries. On a vu précédemment qu'il a étudié l'évolution en bactéries des microzymas qu'il prélevait sur des différents centres vitaux. Donc, rien que ce tableau nous montre déjà une somme de travail et d'expérience incroyable. Donc oui, l'oxygène n'est pas indiqué là, on fait 100% moins les carbones, hydrogène et l'azote. Voilà. Le microzyma et la cellule. Jusque-là, on a parlé. On a constaté que les résultats des expériences sur les fonctions chimiques, attention, on rappelle les fonctions chimiques, comment il est testé, c'était les fermentations. C'est un ensemble de fonctions chimiques par le biais de fermentation. Suivant le support de fermentation, la fermentation est différente. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en déduit? Les microzymas résument en eux-mêmes ce qu'il y a d'essentiel dans le fonctionnement chimique d'une cellule ou d'une humeur donnée. Autrement dit, ces fonctions en termes de fermentation étaient celles attendues par les cellules du centre vital d'origine. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ça signifie. Ils sont capables d'exécuter la fonction du centre vital dont ils sont extraits. Et pour lui, pour Antoine Béchamp, pour lui, la cellule, c'est un abri que se fabriquent les microzymas de manière à préserver le milieu dans lequel ils vont pouvoir réaliser leurs fonctions. D'accord. Donc en fait, la cellule, c'est un espace réservé pour que les microzymas aient un milieu propice à leur développement et à leur fonction correcte, disons. C'est ça? Exactement. Ils gèrent les flux entrants et sortants afin de maintenir l'équilibre du milieu pour exécuter leurs fonctions. Et on verra l'importance du milieu un petit peu plus tard. À quel point il est important de préserver ce milieu qui est propre au centre vital et propre à la fonction à réaliser. On constate que les microzymas sont permanents, alors que les cellules ne sont que transitoires, et que la destruction d'une cellule fait apparaître ces microzymas d'origine. Vous aurez l'occasion, je vous montrerai un peu plus tard, une petite vidéo que j'ai trouvée encore dans les technologies récentes, une petite vidéo où c'est la destruction d'une bactérie qui fait apparaître ces microzymas d'origine, et on le voit clairement sur la vidéo. Et Antoine Béchamp dit « Ces conférences ont pour objet de démontrer que l'unité vitale, irréductible, physiologiquement indestructible dont la cellule même est formée n'est autre que le microzyma. Il est la forme vivante réduite à sa plus simple expression, ayant la vie en soi, sans laquelle la vie ne se manifeste nulle part. Bref, le microzyma est l'unité vivante percée en soi, et c'est ce qui ne peut pas être affirmé de la cellule. » L'importance du milieu, justement, ce milieu qui est préservé dans la cellule.
il y a autant de milieux que de fonctions. C'est le milieu qui va déterminer la fonction. Les mêmes microzymas en fonction du milieu formeront différentes cellules ou différentes bactéries et autres micro-organismes. Tout est une question de milieu. Et l'apparition des bactéries exclut la formation des cellules proprement dites et réciproquement. Alors 2 secondes. Ça veut dire que quand on est dans un être vivant, s'il y a des bactéries qui apparaissent, c'est-à-dire qu'il y a une compétition et que les microzymas ne pourront pas, dans ce milieu-là, produire des cellules de l'être vivant en question. C'est ça que ça veut dire? Ah, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. C'est-à-dire que le milieu, à partir du moment où des bactéries apparaissent, ça veut dire que c'est un milieu dans lequel les cellules ne peuvent pas apparaître. D'accord. Alors, quand on connaît la bioélectronique, Vincent, on a une idée des différents terrains et des différents milieux qui vont favoriser tel ou tel micro-organisme. Et les milieux sains qui vont favoriser les développements des cellules. Donc là, il y a quelques images, ce sont des dessins à l'époque de Béchamp. On n'avait pas d'appareil photo, on n'avait pas de film, il fallait dessiner tout ce qu'on observait au microscope. Et donc là, on voit par exemple la formation de microzymas, de bactéries, donc à partir de microzymas qui s'associent par deux. Certains points qui se regroupent ensemble, c'est ça? Voilà, voilà. Et ça, Par pour tous deux, les points sont des microzymas, et quand ils se regroupent, ça va s'associent. ensuite former autre chose. Voilà. En l'occurrence, là, ça va former des bactéries. Ok. Donc là, c'est différentes figures, ces différentes étapes de formation des bactéries. Et là, petit à petit, des bactéries se forment au fur et à mesure. Donc, on a des bactéries articulées, des bactéries à tête ou à point brillant. Donc là, on voit émerger. Et ça me fait penser aux travaux de Tissot, qui lui observait surtout ce type de bactéries dans la cellule. Et pour lui, à l'intérieur de la cellule, c'était un réseau bactérien avec des bactéries de ce type. Et toi, tu dis qu'en fait, ce ne sont pas des bactéries, mais plutôt des réseaux de microzymas, c'est ça? En fait, dans la cellule, ça va dépendre. Ça va dépendre, je sais pas. En fait, il faudrait savoir un petit peu. Faudrait approfondir le sujet pour savoir dans les cellules. On a vu tout à l'heure dans la cellule souche, la première vidéo qu'on a vue, la cellule souche, on voyait clairement des microzymas. Maintenant, dans l'autre vidéo qu'on a vue, on a vu un réseau bactérien. Donc, ça se rapproche plus de ce que disait Tissot, mais ce réseau bactérien, à l'origine de ce réseau bactérien, ce sont des microzymas, puisque ce sont eux qui forment les bactéries. Et on le voit, ils arrivent à former des bactéries jusqu'à ce qu'on appelle des leptotrix très très longues. Voilà. Donc là, les figures 1 à 4, on a vu la formation de bactéries et on ne voit pas de formation de cellules là. Et dans ce même, c'était également sur la mer de vinaigre. Hein. Il partait de microzymas de la mer de vinaigre. Et dans d'autres conditions, il a fait apparaître des cellules. Ça veut dire que les microzymas sont facteurs de cellules également. Donc là, il montre la formation des cellules ici, qui commence, c'est un regroupement des microzymas pour former des cellules. Là, on commence à voir émerger des cellules. Et là, ce sont des cellules qui se détachent clairement, nettement. Les cellules de mer de vinaigre. Hein. Ça change déjà beaucoup de choses pour tout le monde, hein, je pense. Hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant, de savoir qu'il y a un petit ferment de vie qui est à l'origine des micro-organismes, aussi bien des moisissures, des bactéries, et aussi des cellules, ça fait réfléchir. Et donc, en fonction du milieu, les microzymas évolueront en divers micro-organismes. Donc, on peut dire que, par exemple, les bactéries, ça va être plutôt dans un milieu réduit, les moisissures, ça va être plutôt dans un milieu oxydé,
par exemple, on le sait, voilà. Et on comprend mieux la difficulté pour les microbiologistes de maintenir une culture. Et c'est le cas. C'est le cas, ils ont énormément de difficultés. J'ai écouté un séminaire de Didier Raoult dans lequel il explique à quel point c'est difficile de maintenir une culture et que pour déjà obtenir cette culture, il faut une véritable recette de cuisine, c'est-à-dire que c'est un milieu précis qui va en réalité non pas permettre une culture d'une espèce, mais en réalité maintenir un certain stade d'évolution des microzymas, si on y réfléchit bien. Et en plus, oui, c'est d'autant plus difficile à maintenir que le milieu évolue sans cesse. Ces petits ferments, ces petits micro-organismes, ces ferments, vont assimiler des assimilés, et donc le milieu va se transformer au fur et à mesure des assimilations. Antoine Béchamp se plaint, on les prend pour des parasites dont on fait des genres et des espèces. C'est le monomorphisme, c'est-à-dire qu'on a décrété qu'il y avait des espèces de micro-organismes, alors qu'en réalité, ce sont des évolutions de microzymas qui sont propres à un organisme vivant, c'est-à-dire qui sont propres à un individu. C'est ce qu'on appelle peut-être plus précisément encore, qui sont propres au terrain en question de l'individu. Qui sont propres même au centre vital de l'individu. Oui, ok. Donc, les espèces sont en réalité des stades d'évolution des microzymas en fonction du milieu, c'est le polymorphisme microbien. Et Jules Tissot, c'était dans les années 1940, hein, lui, il avait la microscopie électronique à cette époque-là, et il s'est intéressé aussi à la vie en nous. J'ai démontré, dit-il, de la façon la plus formelle, que les cultures bactériennes se transforment en hyphomycètes, c'est-à-dire en moisissures, quand on les met dans des conditions favorables à cette transformation. Le phénomène inverse se réalise également. Et il suffit pour un microbiologiste de mettre des antibiotiques qui sont oxydés, acides oxydés sur des bactéries. S'il patiente, les bactéries vont redevenir microzymas et se transformer progressivement en moisissures. Parce que le milieu des antibiotiques va favoriser les moisissures. On va plus loin encore là. C'est-à-dire que on va remonter à l'origine des organismes vivants. Vous avez vu tout à l'heure que Antoine Béchamp, quand on regardait la composition des microzymas, avait observé, il était remonté jusque dans l'ovaire de la poule. Il a suivi les étapes de la formation de l'œuf. Et dans l'œuf lui-même, les étapes de développement de l'embryon. Et ce qu'il constate, c'est que au tout début de la formation de l'œuf, ce qu'on a, ce sont les microzymas. Ils sont donc au début de la formation d'un organisme vivant. Les microzymas, dit-il, sont à la racine même de l'organisation. Sans eux, pas d'organisation et pas de matière vivante. Donc, les scientifiques, eux, pensent qu'au-delà de la cellule, il n'y a rien d'organisé. On l'a vu, les microzymas sont organisés vivants. Par contre, il y a dans la théorie cellulaire quelque chose qu'il faut retenir. Laissez-moi vous dire, dit Béchamp, qu'il y a dans sa composition quelque chose, dans sa conception, pardon, quelque chose de profondément philosophique qu'il faut retenir, c'est la notion que ce qui est vivant provient de ce qu'il est déjà. Mais la cellule n'est pas ce qui est vivant per se, elle est au contraire quelque chose d'essentiellement provisoire. Il montre que l'unité vitale permanente à l'origine de tout organisme vivant est le microzyma, seul présent au début de la formation de l'œuf.
Et nous allons voir ce qu'il devient, ce microzyma, après nous avoir organisé, nous avoir construit, nous anime. C'est très bien dit dans cet extrait d'un congrès à Montpellier en 1869. Alors, je ne sais pas si c'est Antoine Béchamp ou si c'est son collègue, Monsieur Estor. Il se souvient même plus lui-même, tellement ils ont travaillé ensemble pendant longtemps, au point de confondre qui faisait quoi. Okay. Il dit, alors écoutez bien, parce que c'est vraiment important, après la mort, nous sortons ici du domaine de la pathologie pour entrer dans celui de la physiologie de l'espèce. Il faut que la matière revienne à son état primitif, car elle n'a été prêtée que pour un temps à l'être organisé vivant. On a fait dans ces derniers temps jouer un rôle excessif aux germes apportés par l'air. L'air peut en apporter, en effet, mais ils ne sont pas nécessaires. Les microzymas à l'état de bactéries suffisent pour assurer la putréfaction, le mouvement circulaire de la matière. L'être vivant, rempli de microzymas, porte donc en lui-même les éléments essentiels de la vie, de la maladie, de la mort et de la destruction. Et messieurs, dit-il, que cette diversité dans les résultats ne nous étonne pas trop. Les procédés sont les mêmes. Nos cellules, c'est un fait d'observation de tous les instants, se détruisent sans cesse, par suite de fermentation forte analogue à celle qui succède à la mort. En entrant dans l'intimité des phénomènes, on pourrait vraiment dire, on atteste le caractère choquant de l'expression, que nous nous putréfions sans cesse. Et que retrouve-t-on à la fin de la putréfaction complète? Les microzymas seuls et toujours vivants, ayant retrouvé leur nature de ferment autonome. Une expérience de destruction mécanique de la levure fait apparaître ces microzymas. La mort physiologique d'une cellule donne naissance aux microzymas qui l'ont constituée. Les microzymas, on l'a vu tout à l'heure, sont à l'origine de tout organisme vivant, mais ils sont aussi à la fin de tout organisme vivant. Ils sont permanents dans cet organisme. Tout organisme vivant est réductible aux microzymas. Tu veux bien lancer la vidéo sur l'enzyme de phage? Donc justement, ouais. on va voir ce que produit une enzyme de phage. En fait, ça revient aussi à peut-être à mettre des antibiotiques ou à mettre tout élément qui va modifier le milieu de telle sorte que les bactéries ne vont plus être dans un milieu qui va leur permettre de continuer à vivre dans cet état-là. Et ce qu'on retrouve, voilà, vous voyez les bactéries? Elles explosent carrément. En fait, elles ont été fabriquées par les microzymas. On retrouve derrière les petites granulations. On trouve ces petites granulations qui étaient à l'origine des bactéries. Les scientifiques commencent à s'y intéresser. Je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont s'y intéresser? Et j'ai vu que, je ne sais plus si en échangeant avec quelqu'un sur Twitter, il va peut-être se reconnaître, qui m'a parlé des spores des bactéries qu'on commençait à analyser. Et ces spores, donc qui sont les restes des bactéries, sont considérés comme un état dormant de la bactérie. C'est-à-dire, pour l'instant, on est en train de redécouvrir ça, mais voilà, on pense que c'est un stade dormant de la bactérie. On n'a pas compris que c'était ce qui était à l'origine de la bactérie encore. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel que les scientifiques découvrent les travaux de Béchamp. On peut revenir sur le slide. Ok. C'est-à-dire que ce qu'on appelle des spores de bactéries, ce serait en fait des microzymas qui après s'assemblent pour faire des bactéries. C'est bien ça?
Voilà, si ces microzymas, tu les mets dans un milieu qui va être oxydé, ils vont faire plutôt des moisissures. Si tu les mets dans un milieu favorable à des cellules, ils vont peut-être former des cellules, ce qui est peut-être un peu plus compliqué. Eh bien, si vous avez bien suivi, vous comprendrez que les microzymas qu'on retrouve dans l'air, le sol, les calcaires, les roches sédimentaires, si vous vous souvenez de cette roche rajoutée dans le milieu par Edward Buchner, ce qu'on retrouve partout, donc, ce sont les restes des organismes vivants, animaux et végétaux qui ont retrouvé leur autonomie. Et même ces microzymas pourraient être immortels, c'est difficile de savoir, mais apparemment on en retrouve qui pourraient être très très anciens. Ils sont détruits par la chaleur, aux alentours de 100 degrés, éventuellement certains à partir de 60 degrés et d'autres peuvent tenir jusqu'à 400 degrés. Ils ne perdent rien de leur propriété, de leur vivacité après des traitements particulièrement agressifs. Par exemple, pour extraire les microzymas du pancréas, il les a découverts dans une gangue de graisse et il leur a fait subir des traitements et derrière, il les a retrouvés tout aussi vivaces et avec leurs propriétés spécifiques du pancréas. Ils peuvent rester longtemps à l'état de ferment dormant et se réactivent quand les conditions sont favorables. Moi, je me pose la question, est-ce qu'ils conservent les informations de leur origine? Parce que si vous avez bien compris, ils proviennent peut-être d'un végétal, d'un organisme animal, d'un organisme humain, puisqu'on rejette sans cesse des microzymas finalement dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a des gènes qui pourraient porter l'identité de l'origine et du centre vital d'origine? Elle m'interroge là-dessus, je suis assez curieuse de savoir. Ils ont une grande capacité d'adaptation et sans doute un rôle important de nettoyeur en fermentant les déchets organiques et en les ramenant à leur état minéral. Et on prend conscience ils agissent ainsi à une grande échelle en rétablissant sans cesse un équilibre entre les différents règnes à l'échelle planétaire. Et je vous conseille à ce sujet le livre de Lynn Margulis, L'univers bactériel, qui est vraiment très très intéressant concernant cet équilibre, quoique Lynn Margulis ne connaissait pas les travaux de Béchamp manifestement, mais elle avait compris l'importance et le rôle des bactéries dans cet équilibre. Oui, forcément, se pose la question, les états de santé ou de maladie. Ben justement, le professeur André Fougerus, que je salue, j'espère qu'il va bien là. Les microbes rencontrés dans nos maladies sont produits par le terrain déséquilibré du malade. Et c'est un bon résumé. Il y a un exemple simple d'une plante gelée que Antoine Béchamp avait remarqué au fil d'une promenade, dans une promenade, il a cherché à analyser ce qui se passait à l'intérieur de la plante. Donc, il a vu qu'au niveau, c'était une plante grasse, hein, la peau était intacte. En ouvrant à l'intérieur, il a vu que dans les parties gelées, il y avait des bactéries. Dans les parties saines, il y avait des microzymas. Et dans les parties intermédiaires, il y avait des microzymas et des étapes de formation des bactéries. Et pourquoi? Que font ces bactéries? Elles ne sont pas la cause de la maladie, c'est le froid qui a rendu la plante malade. La maladie, c'est un déséquilibre qui empêche les microzymas de remplir leurs fonctions correctement. La maladie est en nous et vient de nous, dit Antoine Béchamp, mais l'origine du déséquilibre, elle, peut être externe. En effet, oui, on a pas mal de perturbations et externes peut-être aussi psychologiques beaucoup, hein. Le stress. Selon Antoine Béchamp, alors ce qu'il pense aussi, alors là c'est au conditionnel,
mais il a de bonnes raisons de le penser, c'est que des microzymas étrangers ne se développeraient pas dans nos organismes, même en forçant les barrières naturelles par des injections. Par contre, ils pourraient provoquer un déséquilibre auquel les microzymas internes réagiraient ou pas. D'ailleurs, la maladie induite n'est pas forcément la même quand il y a maladie induite. Les microbes sont en réalité des ferments, ce ne sont pas des parasites, ils ne sont pas pathogènes. Ils pourraient être morbides selon lui, mais perdant très vite leur morbidité. C'est-à-dire morbide, ça veut dire malade, prélevé sur un individu malade. Quand on l'injecte à un autre individu, on peut provoquer la maladie. Mais ils perdent très vite cette morbidité, c'est-à-dire que dans l'atmosphère, ils vont très vite retrouver leur nature de ferment autonome. Donc, peut-il y avoir de contagion? Ce n'est pas exclu. Dans cette courte phase de morbidité, peuvent-ils provoquer cette dyscrasie interne sans inoculation? En fait, toutes les expériences sur des personnes saines ont été infructueuses. Sommes-nous stériles? Y a-t-il stérilité ou bien impénétrabilité? Parce qu'on a bien compris que le problème de la science actuellement, c'est de penser que nos organismes sont stériles. Bon, bien entendu, pas dans le tube digestif ou dans les autres accès. Oui, dans toutes les autres parties vraiment internes, les scientifiques réagissent comme si nous étions stériles. C'est un dogme, c'est comme ça. Et donc, tout ce qu'on découvre dans nos organismes est forcément s'y est introduit par déduction. Donc, vous voyez que c'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout stérile, mais peuplé de petites entités qui fonctionnent en bonne entente à faire fonctionner et à entretenir nos centres vitaux. Pour autant, pouvons-nous être envahis de micro-organismes étrangers ou bien nos barrières naturelles sont-elles vraiment efficaces? Tant qu'elles ne sont pas endommagées, bien sûr. Je vous donne l'exemple du blanc d'œuf qu'on affecte avec des moisissures. Eh bien, le jaune d'œuf ne sera pas infecté. La pellicule, qui est pourtant très fine, qui protège le jaune, ne laisse pas pénétrer les moisissures. Il n'y a pas d'invasion. Et il a constaté ça dans de nombreuses expériences. Et on se pose la question, pourquoi nos poumons ne seraient-ils pas aussi bien protégés? On voit bien que les intestins, eux, ils sont colonisés par les bactéries. Et pour autant, ces bactéries ne nous envahissent pas. Voilà. À propos justement du microbiote intestinal, on peut se poser la question, que sont les bactéries du microbiote intestinal? Antoine Béchamp a constaté qu'à la sortie de l'estomac, il ne trouve aucune bactérie. Même si on en ingurgite, il n'en trouve pas à la sortie de l'estomac. À la sortie de l'estomac, il ne trouve que des microzymas. Et au fil de l'intestin, les microzymas se reforment. Par contre, d'où viennent ces microzymas? Ils peuvent provenir de nos tissus, de notre salive, de nos glandes salivaires. Il a étudié les microzymas des différentes glandes salivaires qui sont différents d'une glande à l'autre d'ailleurs. Et ils peuvent provenir donc, ça peut être de nos propres microzymas, comme de ceux des aliments que nous mangeons, à condition qu'ils n'aient pas été tués par des cuissons trop fortes. Voilà, c'était une parenthèse. Au niveau du vagin, du système urinaire, Antoine Béchamp a consacré un chapitre vraiment passionnant à ce sujet sur le système urinaire, l'infection urinaire. Il montre que dans le cas des infections urinaires, il n'y a pas d'affection externe, mais les bactéries se développent de manière précoce. C'est une putréfaction précoce de l'urine due à un déséquilibre du milieu. Et en aucun cas, il ne s'agit d'une invasion externe.
Tant que nos barrières naturelles sont saines, il y a impénétrabilité des micro-organismes. Après passer par toutes ces étapes, j'aurais pu en mettre plein d'autres pour détailler la théorie de l'organisation et de la vie qui ressort. C'est ainsi que l'appelle Antoine Béchamp, et c'est un véritable changement de paradigme, je pense que vous l'avez bien compris. Je vous la résume. Donc, les microbes que l'on prend à tort pour des parasites sont en réalité des ferments. Ces ferments et les cellules ont la même origine. Un ferment de vie, le microzyma, transmis par descendance, présent au début et en fin de tout organisme vivant, animal ou végétal, sans lequel il ne peut y avoir de matière vivante. Ils sont propres à un organisme vivant, et même au centre vital d'origine ayant acquis leur spécificité au cours de leur maturation. C'est un déséquilibre du milieu qui provoque une réaction des microzymas qui peuvent s'associer et évoluer en bactéries en passant par différentes étapes. C'est le polymorphisme microbien. Ce qui est observé comme étant une espèce, monomorphisme, n'est qu'un stade d'évolution des microzymas en fonction du milieu. Ces mêmes ferments se retrouvent à la fin de la putréfaction qu'ils réalisent, eux-mêmes toujours vivants. Les microbes rencontrés dans l'air, les sols, les eaux, les calcaires sont les restes des organismes vivants qui retrouvent une vie de ferments autonomes. Et pour conclure, un peu de philosophie. Quelle que soit notre religion, notre philosophie, on ne peut nier que nous sommes autre chose qu'un simple corps, magnifiquement organisé par nos ferments de vie, si vous avez bien compris, et on ne leur facilite pas la tâche. Les microzymas sont la source de la matière vivante. La matière vivante nous est prêtée pour un temps. Elle continue sa vie terrienne après nous. Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie, dit Antoine Béchamp. Eh bien, ça c'est une sacrée conclusion. Et ça veut dire quelque part que la vie qui transite par nous, par le biais de ces microzymas, elle est éternelle, à moins d'être chauffée à plus de 100 degrés, quoi. En gros, c'est ça? Exactement. Exactement. Ça pose la question, est-ce qu'on doit s'incinérer ou pas? Donc voilà. Ok. Ok. Ok, ouais. Donc il y a quand même pas mal de questions encore sur les microzymas. Mais en tout cas, l'intérêt de cette présentation, c'est de susciter justement l'intérêt des scientifiques, des personnes animées d'un esprit scientifique pour aller voir ce qu'il en est réellement. Qu'est-ce que c'est que ces microzymas? Est-ce qu'il n'y a pas des choses aujourd'hui, justement, c'est peut-être sur ça qu'on va revenir, est-ce qu'il n'y a pas des choses aujourd'hui qui ont un autre nom, mais qui en fait seraient des microzymas, justement? Et après, quelles sont les propriétés de ces microzymas, notamment ce que tu disais, est-ce qu'ils peuvent se multiplier selon le milieu, quel type de milieu? Et après, les questions, elles sont infinies, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette théorie développée par Antoine Béchamp au 19e siècle, qui n'a pas pris, parce que face à elle, il y avait des intérêts qui n'allaient pas forcément dans le sens de cette théorie, eh bien, je trouve ça passionnant de pouvoir la remettre au goût du jour aujourd'hui en 2022, à un moment où on se pose beaucoup de questions sur le vivant et où un certain dogme nous empêche de nous poser ce genre de questions. Nous, on se les pose. Et en fait, oui, on se les pose. Et en fait, quand on observe les choses, on s'aperçoit que tout va dans le sens. Les faits scientifiques vont dans le même sens. C'est l'interprétation de ces faits qui change. À partir du moment où on ne croit pas qu'il y a du vivant en nous, on interprète tout comme étant étranger à nos organismes. Et en fait, il faut changer son angle de vue. Ouais, absolument. Ok. Et donc, comment la science peut-elle passer à côté de cet élément essentiel? Bon, on a quand même découvert dans les mitochondries, ce qu'on appelle les mitochondries, puisqu'on a vu qu'en réalité c'est un réseau mitochondrial qui n'a rien à voir
avec les mitochondries qui sont des restes, des artefacts de la fixation par microscopie électronique. Il ne faut pas l'oublier. Mais on a trouvé... J'ai envie de dire, il ne faut pas oublier, il faut déjà en avoir conscience, parce que là, ce que tu dis est hyper fort, parce qu'il y a plein de gens qui basent beaucoup de leur théorie sur les mitochondries. Toi, tu dis que c'est un artefact lié donc au fait qu'on observe les cellules d'une certaine manière, et notamment en les tuant en général, hein, avec le milieu un milieu toxique pour les fixer, hein, c'est ça? Exactement. Mais après tout, ce que les scientifiques ont découvert concernant les mitochondries, ça reste valable. Mais c'est sans doute en réalité des microzymas. En fait, ce vivant qu'ils ont découvert dans les mitochondries, qu'ils appellent bactéries mitochondriales, enfin, qui leur donnent des, je sais pas quel nom ils donnent précisément. Pour eux, ce sont des bactéries qui sont symbiotes, qui vivent. Je crois qu'habituellement, il me semble qu'on dit que c'est en gros une espèce d'absorption par les cellules humaines d'un virus, je crois qu'ils disent plutôt habituellement, qui aurait formé ces mitochondries. Bon. Okay. Bon, voilà. En fait, c'est des interprétations. Et c'est vrai que quand on observe, et Jules Tissot, il avait essayé d'alerter dans les années 40, 1940, il avait essayé d'alerter en disant attention, ce que vous fixez, le fixateur détruit complètement un réseau interne de la cellule, et ce que vous obtenez, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais il n'a pas pu... tout a été fait pour qu'on l'empêche de publier ses travaux. Pardon, quelle personne tu disais du coup? Pardon. Jules Tissot. Tu vois, Jules Tissot, c'est ça. Ok. Voilà. Bon, mais c'est vrai que les chercheurs, ils sont spécialisés. Hein. Ils sont spécialisés, et pour eux, avoir une vue d'ensemble, c'est quelque chose de difficile. Il y a une somme telle. Je discutais avec quelqu'un sur Twitter, un microbiologiste qui travaille sur le microbiote intestinal. C'est combien? C'est, je sais plus, il me parlait de plus de 20 000 à 30 000 publications sur le microbiote intestinal. Mais c'est de la folie. Comment arriver à prendre le recul? Comment arriver à essayer d'observer les choses autrement dans ces conditions-là? Et pourtant, donc, les scientifiques sont bel et bien en train de redécouvrir le microzyma. Donc, on a entendu parler des nanobes. Mais je pense que les scientifiques qui travaillent sur les nanobes n'ont plus les crédits pour travailler dessus. Voilà, ce sont... D'accord. Ce terme-là, nanobe, est récent, non? Ça date de quand? Précisément, c'est peut-être le plus ancien que j'entends parmi les nano-organismes, mais je peux pas dire, je sais pas. Par contre, c'est donc sans doute des microzymas qu'on retrouve dans les roches, dans les roches sédimentaires. Oui, alors là, par contre, très récent, là, je cite une publication de septembre 2022, ce qu'on appelle les exosomes, les vésicules extracellulaires. Qui sont vraiment, dont on parle de plus en plus, et au fur et à mesure, on leur découvre de plus en plus de propriétés. Donc là, je cite dans cette publication, en outre, les vésicules extracellulaires ont été impliqués dans des processus importants tels que les réponses immunitaires, le maintien de l'homéostasie. Souvenez-vous, je disais les microzymas avec la fabrication des cellules, la coagulation, l'inflammation, la progression du cancer, l'angiogénèse, etc. Ils participent à la fois à la progression physiologique et pathologique. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est que cette notion de vivant, elle n'est pas étudiée. C'est-à-dire que quand on découvre des vésicules de type exosome, vésicules extracellulaires, le premier réflexe devrait être de savoir ces vésicules sont-elles vivantes ou pas. Et je crois que cette notion de vivant, elle n'est pas envisagée. Pourquoi? Toujours pareil. On pense qu'on est stérile. Donc, ça ne vient pas à l'esprit que ces petites particules sont sans doute vivantes, et je pense aux microzymas. Je ne peux l'affirmer, bien sûr, parce que en plus, j'ai cherché à les observer. Je trouve très peu. Je vois beaucoup de dessins, mais je trouve très peu d'images
réelle de ces petits particules. Voilà. Et puis, donc, on s'intéresse aussi au sport des bactéries. Alors, donc, on l'a vu. Alors là, moi, je suis sûre, quasiment sûre que ce sont des micros-humains, on peut le dire, comme étant leur forme dormante. Alors, je ne peux pas lire ce qui est écrit derrière parce que j'ai mon... Je sais pas. Ah oui, si, je fais. Les spores bactériennes sont la forme la plus dormante des bactéries car elles présentent un métabolisme, une respiration minime, ainsi qu'une production d'enzymes réduite. Voilà, et on retrouve nos microzymas à l'état dormant quand ils ont plus la substance pour évoluer, pour grandir. Oui, alors donc, moi je pense que les scientifiques suivent une voie stérile. Donc concernant les parties purement internes de nos organismes, on a déjà développé ça en fait. Les scientifiques continuent à raisonner en termes de stérilité. Alors que déjà à l'époque de Béchamp, les expériences aboutissaient toutes au même résultat. Je parle de tous les chercheurs à l'époque de Béchamp avaient les mêmes résultats d'expérience, c'est-à-dire qu'en l'absence de l'influence des germes de l'air, des bactéries se développent au sein des matières prélevées sur des organismes vivants, montrant la vie et non la stérilité. Au fil du temps, les incohérences deviennent normalité. À partir du moment où on raisonne toujours sur ce dogme, eh bien, on interprète. Donc, tout microbe rencontré dans un organisme est considéré comme étranger, comme du non-soi. Les gènes microbiens utiles à nos cellules, donc on parlait au niveau des gènes mitochondriaux, sont considérés comme symbiotiques. Parce qu'on ne peut pas imaginer que ça puisse être du soi. La découverte récente d'un microbiome interne aurait dû interpeller. Oui, on a découvert un microbiome interne, un virome interne dans les organismes sains. Eh bien, on continue à raisonner sous le même angle en s'interrogeant comment ce microbiome s'est-il introduit. Et on a bien du mal parce qu'on le retrouve même à l'origine dans le nourrisson, dès le début, dès la naissance. Donc, on pense que c'est la mère qui a... Oui, mais pas dans la façon dont on l'entend. Autrement dit, il ne peut être soi selon le raisonnement ancré. La causalité d'un microbe dans une maladie est admise et même c'est la première cause recherchée. Alors que, et c'est là que les incohérences sont devenues tellement normales que en fait, il n'y a plus rien de cohérent. Les personnes malades n'en portent pas le gène. D'autres sans symptômes le portent. Les gènes sont systématiquement différents d'un malade à l'autre. On ne retrouve jamais, c'est la première question que j'ai posée après avoir lu Béchamp, c'est d'essayer de me dire, mais s'il y a contagion, on doit retrouver le même gène d'un malade à l'autre. Eh bien non, on ne le retrouve jamais. Jamais ce n'est le même gène. Alors que si ce gène, on le met en culture, on va retrouver le même gène dans la culture. C'est une culture stable. Et comment on interprète? Il faut interpréter. Donc, si c'est des virus, on va dire qu'ils sont particulièrement mutables. Si ce sont des bactéries et que les gènes sont différents, eh bien, on va dire que c'est un transfert horizontal. C'est un peu fort, hein? Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on interprète. On trouve une explication à tout sur des bases au lieu de remettre en question ces bases. Donc, toutes ces incohérences, au fil des découvertes, devraient éveiller l'attention des chercheurs. À l'inverse, ils s'y habituent et les consensus deviennent normalité. Donc, la science n'est plus que ce consensus. On ne s'appuie plus sur des faits. Comment distinguer? Moi, je propose la voie du vivant. Hein. Mais il faudrait savoir, désormais, distinguer en nous ce qui nous est propre et ce qui nous est étranger, le soi et le non-soi. Et moi, j'aurais voulu... il y a des arbres phylogéniques, il y a des chercheurs qui m'ont dit, mais oui, mais tout ce que tu racontes, on ne le retrouve pas, les arbres phylogéniques, on voit bien toutes nos espèces et tout ça. Mais imaginez les bases de gènes microbiens
qui ne cessent de grossir puisqu'on ne retrouve jamais les mêmes. Ces bases de gènes microbiens, qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent des gènes qui ont été prélevés sur des individus différents ou dans la nature. Qu'est-ce que ça donnerait si on observait, si on tentait de faire un arbre phylogénique des gènes retrouvés sur un même individu? D'abord, est-ce réalisable? C'est pas sûr. Parce que je crois que ce qu'on retrouve essentiellement, c'est des fragments de gènes qui sont reconstitués par ordinateur. Donc, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, voilà. Est-ce que ces gènes pourraient porter la marque d'identité de l'individu et celle du centre vital d'origine? Voilà, ça, ce sont des questions que je me pose et que je pose aux scientifiques s'il leur venait à l'idée de s'intéresser au sujet. Voilà, cette théorie cohérente dans sa globalité, s'appuyant sur une démarche solide, pourrait-elle enfin permettre à la science de s'engager vers une nouvelle voie, celle du vivant dans sa compréhension globale? Je le souhaite et j'espère que cette transmission éveillera des scientifiques et leur donnera envie d'approfondir le sujet. C'est l'objectif que je me suis fixé en faisant cette présentation. Et bien, je vous remercie pour votre écoute. Merci à toi, merci beaucoup. Alors, je m'entends dans l'écho, bon, c'est pas grave. Attends, je vais couper ton son. Ouais, voilà, c'est de ton côté qu'il y a de l'écho, donc voilà, je viens de couper le son. En tout cas, c'est hyper intéressant, ça nous fait voir les choses d'une façon complètement différente. Je pense que si un biologiste moderne, entre guillemets, repartait sur ces bases-là de compréhension du vivant qu'il observe, je pense qu'il aurait beaucoup de choses hyper intéressantes à nous dire après, donc ça serait vraiment génial d'avoir ce retour. Et j'en profite pour faire passer un message, du coup, qui est vraiment tout à fait en phase avec ce que tu viens de dire. Voilà, par rapport à la contagiosité, c'est ça, voilà. On n'attrape pas les maladies de quelqu'un d'autre. Voilà, la contamination, j'ai parlé de contamination il n'y a pas longtemps avec Pierre de la chaîne Décoder l'écho et ça a fait beaucoup réagir, mais n'empêche que si on repart de la thèse de Béchamp, on se rend compte que finalement, l'histoire de contagion ne marche pas parce que les micro-organismes en nous viennent de nous. C'est notre, ça vient de nos propres microzymas et ça n'est pas lié à des microzymas qui viendraient d'ailleurs. Hein. Donc ça change complètement la vision de la maladie. Et voilà, donc j'aimerais avoir ton retour dessous. Là-dessus, je vais te redonner le son. Ah pardon, c'est bon. Voilà. Vas-y, c'est bon. Eh bien, mon retour, c'est en fait, tout est une question de milieu. Donc, en fait, tout est une question d'équilibre. Et c'est vrai que Pierre expliquait que deux personnes qui sont malades sont en fait malades en même temps parce qu'elles sont dans un même environnement, qu'elles subissent le même stress ou qu'elles ont... Et que, voilà, mais c'est peu probablement, il l'a constaté d'un point de vue statistique, lui, en tant que statisticien, qu'il y avait une simultanéité dans la maladie, mais pas une propagation. Mais c'est tout, en fait, c'est une question de milieu, si notre milieu est déséquilibré. Donc, quand les gens tombent malades l'hiver, on l'a vu pour le froid, pour la plante gelée, la formation des bactéries. Je précise que le foie, notre foie, il fonctionne à une température plus élevée que le reste du corps. C'est quand même l'usine qui élimine les toxines. Le foie fonctionne à 40 degrés. Donc, on imagine bien que quand il fait froid, on a plus de mal à faire fonctionner notre foie. Et toutes ces humeurs qui ressortent, c'est un nettoyage du foie, c'est une surcharge du foie qui se traduit en différents mucus, etc. Voilà. Okay. Mais tout est une question de milieu. Tout. Tiens, j'ai pensé, quand on pense à la notion de milieu, Antoine Béchamp parlait de milieu. Claude Bernard, lui, parlait de terrain. La différence entre les deux, quand on parle de terrain, il faut être très, très vigilant. On va parler d'un terrain sain, on va parler d'un terrain maladif, mais quand on parle de terrain en termes physico-chimiques, il faut faire très, très attention. C'est impossible. Parce qu'un terrain, c'est un ensemble de plein de milieux. Il suffit qu'un milieu soit déséquilibré pour que le reste se déséquilibre aussi, par le biais du sang, par le biais de transfert de déséquilibre. Mais voilà. Ok.
En tout cas, ouais, ça nous fait vraiment revoir complètement différemment les notions donc de maladie, de contagion et le milieu aussi. C'est un thème qui est abordé. Tu l'as cité un moment par Louis-Claude Vincent, qui a créé ce qu'on appelle la bioélectronique Vincent et qui a toute une théorie pour expliquer comment certains milieux vont favoriser ou pas certains types de maladies. Ok. Et donc, je voulais revenir aussi sur une phrase peut-être. Pardon, vas-y. Et du coup, quand il parle, parce que il fait apparaître la notion de terrain, mais quand il parle d'un milieu, il parle du sang veineux. Louis-Claude Vincent, il parle d'un milieu précis. Quand on parle d'un terrain, je précise parce qu'il y a énormément d'erreurs à ce sujet, quand on parle d'un terrain acide, ça n'a pas de sens. Ce qui est acide, c'est l'urine et sans doute le milieu interstitiel, mais pas le sang ni le cytoplasme des cellules, qui, à l'inverse, sont probablement alcalins. Donc oui, donc attention au terme qu'on utilise quand on parle effectivement de terrain acide. Exact. Même s'il y a derrière une réalité qui correspond à des particularités de l'acidité où elle se trouve dans le corps. Ok. Ok. Bon, écoute, en tout cas, alors je voulais dire dans le chat, je sais pas si tu as vu passer, il y avait beaucoup de messages et notamment beaucoup de gens qui connaissent déjà bien le sujet, qui ont parfois apporté des petites précisions ou certaines informations qui étaient très pertinentes que j'ai pas voulu indiquer pour pas troubler la progression de ta présentation. En tout cas, on voit bien à quel point le vivant c'est quelque chose de complexe d'une part, et surtout, là tu nous présentes un autre paradigme qui est que la cellule, c'est pas la partie vivante en nous la plus petite, c'est que en dessous de ça, il y a ces fameux microzymas qui sont à l'origine de tout ce qui est vivant en nous. Et là, c'est juste énorme les conclusions, que ça pourrait avoir si cette théorie est développée, démontrée avec les moyens actuels, j'ai envie de dire. Et si c'est le cas, ça pourrait avoir des répercussions juste fondamentales en médecine, en biologie et dans tout le domaine de la santé. Donc ouais, c'est juste énormissime. Et c'est ça. Ouais, mais je crois que j'ai oublié j'ai passé sur un slide. Il y avait quelque chose d'intéressant. J'ai oublié un slide. Avant, j'ai passé un peu vite et je reviens en arrière. Il y avait un slide. Oui, je parlais des informations concernant. Oui, le fait qu'à l'époque d'Antoine Béchamp, vous ne connaissez pas les gènes et que j'ai trouvé 2 publications intéressantes, mais c'est pas rien quand même ces publications-là, parce que il y en a une, elle montre l'auto-assemblage de l'ADN à partir des granules de Béchamp dans le vitellus. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait cette étude connaissaient les travaux de Béchamp manifestement. Et donc, il faut savoir que le nouvel organisme qui est en train de se former, il va avoir des gènes différents de ceux de ses parents, même s'il en hérite. Et donc, cet ADN serait formé à partir des microzymas dans le vitellus. Voilà. Et une autre publication, c'est la détection de nano-organismes. Donc, c'est quelqu'un qui prévient donc des risques dans la détection de nano-organismes, parce qu'on a l'habitude de chercher des espèces. Or, on s'aperçoit qu'ils porteraient des caractéristiques multiples, ce qui fait penser que les microzymas ont effectivement des gènes. Ils porteraient des caractéristiques de virus et de champignons et de prions et de bactéries. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont capables probablement de former tous ces micro-organismes si on observe ça du point de vue du polymorphisme microbien et la formation des micro-organismes par les microzymas. Donc voilà, c'est des publications qui peuvent être intéressantes toujours pour les scientifiques qui s'intéresseraient au sujet. Ok. Ok, ça serait peut-être bien qu'on ait d'ailleurs ta présentation sur un
un lien qu'on puisse partager. Enfin, je pense que moi, de toute façon, j'écrirai un article de blog pour partager ce que tu as présenté ce soir. Peut-être que tu feras aussi de ton côté sur ton blog. En tout cas, ce serait bien qu'on ait aussi ta présentation afin qu'on ait notamment les liens vers les sources que tu as indiquées et notamment ces derniers liens voilà, de publication qui sont voilà, assez récentes. Ok, parfait. Bon, en tout cas, bon, ça remet en question une grande partie de tout le récit qu'on a depuis 2 ans et demi en particulier. Et c'était l'occasion, je pense, de revenir sur cette approche de Béchamp, le paradigme des microzymas. Et j'espère que ça va susciter votre curiosité, ça va vous donner envie d'en savoir plus. Et peut-être que certains biologistes ou scientifiques vont avoir envie de se poser des questions suite à ce qu'on a présenté. Et que ça va ouvrir un débat qui n'existe pas aujourd'hui, en fait, qui est quasiment inexistant, en tout cas. Alors, en touchant très peu le sujet, il est forcément, depuis 2020, moi j'ai observé les choses sous cet angle-là. Et je cite Didier Raoult, qui parlait dans un article de La Provence d'une étude qui a été réalisée en mars 2020 à l'IHU de Marseille. Immédiatement, ils ont analysé les cas de 100 cas d'infection respiratoire grave. Ils ont cherché chez ces personnes 20 virus et bactéries. Et dans 50 cas sur 100, ils n'ont rien retrouvé. Et dans 50 autres cas, ils ont trouvé, alors c'est 19 virus qui sont plutôt endémiques. D'accord, ok. Bah, c'est vrai qu'une fois qu'on voit les choses sous un angle différent, on devient plus, on fait plus attention à ce qui passe et ce qui arrive et du coup, c'est super intéressant. Juste peut-être une dernière information encore de Amstaff qui mettait un message tout à l'heure. Donc, les microzymas se reproduiraient de manière sexuée d'après les conclusions de Philippa Uvins. Voilà. Alors, je ne sais pas, voilà, je pose ça là. Moi, je ne connais pas, hein, je pose ça là. Mais Amstaff a mis tout à l'heure des commentaires qui me paraissaient pertinents. Donc, voilà. Donc, ça demande, voilà, ça pose la question d'aller chercher un peu plus loin. D'où viennent ces microzymas, comment ils se reproduisent, s'ils se reproduisent effectivement, de quelle manière, dans quel milieu, etc. etc. En tout cas, waouh, ça vient nous poser d'énormes questions. Surtout s'ils sont la source de la matière vivante, sans laquelle, s'ils sont l'élément sans laquelle la matière est vivante, sans laquelle la matière serait vivante, ça pose des questions. Ils sont sans doute des organismes très, très différents des autres. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Brigitte. Merci à tous d'avoir été là pour cette émission assez inhabituelle dans le sens où on a pris un peu de recul encore sur ce qu'on vit depuis 2 ans, mais là, beaucoup de recul, carrément, on est revenu 150 ans en arrière et parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir qui ont été enfouies dans le passé et il me semble qu'il est bon de les faire ressortir maintenant et je l'espère, de changer le paradigme dans lequel on est, qui est, pour moi, voué à l'échec et qui atteint toutes ses limites aujourd'hui. Ça devient de plus en plus visible. Et donc, il faut repartir sur quelque chose de beaucoup plus scientifique. Et j'espère vraiment que cette présentation va vous donner envie, notamment scientifiques qui ont regardé l'émission ou qui vont la regarder plus tard, de faire des recherches sérieuses et qu'on avance dans cette compréhension. Merci beaucoup à toi, Brigitte. Tu as un dernier mot peut-être, avant qu'on finisse? Je ne sais pas. La manière dont on présente les choses, c'est très, très perturbant. J'avais pas l'impression de m'adresser à quiconque parce qu'on a qu'un ils sont bien là dans le chat, ils nous voient. Donc, je m'excuse d'avoir été parfois un peu perturbée par cet état de fait. D'accord. Voilà. Okay. Bah, écoute, c'est un exercice particulier de parler à un écran comme ça. J'ai l'habitude, mais je comprends. Je comprends tout à fait. C'est très nouveau pour moi. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Et puis, si besoin, et c'est pas impossible qu'il y ait besoin, on reviendra ensemble sur d'autres émissions, d'autres vidéos, des précisions ou peut-être des compréhensions qu'on fera dans les semaines ou dans les mois qui vont venir, avec grand plaisir. Et moi, je vous retrouverai donc
peut-être dans 2 semaines, mais c'est pas encore sûr, pour une prochaine émission. Donc, ce sera la 36e Science en Conscience. Et d'ici là, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Puis bonne réflexion avec tout ce qui vient de sortir dans cette émission avec Brigitte Faux. Merci beaucoup, Brigitte, à toi. Et donc, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.